Bonjour, l'association Sud-Gironde Patrimoine vous entraîne dans un chemin à la découverte des hommes qui marquent l'empreinte de la richesse locale. Aujourd'hui, nous sommes dans un ancien relais de poste de plus de 3 siècles d'histoire. C'est un lieu emblématique de la haute gastronomie sud-girondine. Il s'agit de la maison Claude Darroze à Langon. Bonjour Monsieur Jean-Charles Darroze. Bonjour. Nous allons parler de vous aujourd'hui, mais nous allons parler de vous d'une façon un peu plus intimiste pour comprendre votre réussite professionnelle et pour aussi comprendre la charge d'un héritage et d'une réputation dans l'excellence de la gastronomie. Et pour ce faire, nous avons concocté un menu avec une entrée, je vais dire, en robe de chambre, un menu avec un plat de viande, et un menu avec des douceurs, et pour terminer avec quelques mignardises. Très bien. Est-ce que ça vous convient? Écoutez, c'est un menu qui a l'air appétissant. Appétissant. Je vais vous inviter à choisir un vin, et vous allez me dire éventuellement si effectivement il pourrait être en accord. Ah. Et de connaître plus précisément votre sentiment et votre commentaire que vous pourriez apporter sur ce que sur ce que vous voyez. C'est ma grande passion. Je le montre ou non? Vous pouvez le montrer, oui, voilà, n'hésitez pas. Une photo de l'équipe de France donc de 1974. Donc, moi, j'étais pas né, hein, mais je pense que, je ne sais pas si je reconnaîtrai quelques joueurs. En tout cas, les noms, je pense que je les connais si vous me les disiez. Mais oui, c'était ma grande passion, ça a été toute ma jeunesse. Oui, ça a été toute votre jeunesse. Mais en plus, est-ce que la date en elle-même vous évoque quelque chose? Oui, effectivement, en 1974, c'est l'année de l'arrivée de mes parents au restaurant Darroze à Langon. Au restaurant Darroze qui n'était pas le restaurant Darroze à l'époque, mais l'arrivée de mes parents à Langon. À Langon. Oui. Donc ce qui fait à peu près, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans, un demi-siècle, qui n'est pas rien. Et si c'est pas indiscret, comment ça s'est passé alors? Écoutez, des dires de mon père, puisque moi je suis arrivé quelques années plus tard, c'était compliqué pour tout un tas de raisons, que ce soit dans le contexte familial avec son père, Jean, mon grand-père, qui officiait à Villeneuve-de-Marsan. Et puis l'arrivée ici a été compliquée, parce que c'était une maison qui avait été un petit peu laissée à l'abandon, on va dire. Voilà, beaucoup de choses étaient un petit peu en décrépitude, et il a dû œuvrer pendant des années pour monter cette maison, là où ils ont réussi à la monter tous les deux avec ma mère. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ou une anecdote liée à cette arrivée en 1974? Je sais que c'était vraiment contre l'envie de mon grand-père, qui lui souhaitait que mon père reprenne à Villeneuve, mais comme ils étaient 5 frères et sœurs, dont le père d'Hélène par ailleurs, mon père a saisi cette opportunité de venir ici tout en continuant à œuvrer à Villeneuve. Et ici, il a eu tout à faire, c'est-à-dire qu'au départ, c'était quelqu'un, mon père, qui était très humble, trop humble presque. Avec la peur au ventre, il est arrivé ici avec la peur au ventre, la peur de l'échec. Et surtout, ils n'avaient rien, quoi. Donc mon père dormait à même un matelas dans une chambre, il m'a raconté, et petit à petit, dès qu'il gagnait un peu quelques sous, il investissait dans des couverts, il investissait dans des tables, des coups de peinture, donc ça a été vraiment artisanal et très compliqué, mais à la fois, très rapidement, la réussite était au rendez-vous. Mais je sais que c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, mais ce qui a fait aussi ce qu'il est devenu derrière, je pense. Est-ce que vous êtes prêt à commencer la dégustation? Eh bien, allons-y. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. La 10, ouais. Oui, c'est de l'émotion parce que c'était l'endroit où on vivait au début, quand on est arrivé, ma sœur et moi. On vivait dans la chambre 8 et la chambre 10, et mon bureau, ce qui est aujourd'hui mon bureau. Donc c'était notre maison. Donc moi j'ai grandi mes premières années au sein de la maison Darroze. Je circulais partout, je circulais au milieu des restaurants, au milieu des cuisiniers, ce qui m'a valu des brûlures, des coupures. Je me levais le matin en pyjama, je circulais, j'allais au petit déjeuner avec les clients. Donc oui, c'était jusqu'à mes
je pense jusqu'à mes 5-6 ans, c'était notre maison. Voilà, donc, et la chambre 10 et la chambre 8 étaient nos chambres. Voilà. Moi, je dormais avec mes parents et ma sœur avait sa chambre à côté. D'accord. Et est-ce que cette période-là, pour vous, elle a été propice à vous faire réfléchir sur la cuisine un peu? Et je baignais complètement dans cet environnement-là, donc c'était naturel pour moi de discuter avec les clients, c'est naturel de discuter avec les cuisiniers, je mangeais avec les cuisiniers lors des repas de service, je m'asseyais avec eux. Enfin, c'était ma famille, quoi. C'était vraiment ma famille. Et même si j'étais jeune, parce que je pense que 5-6 ans, beaucoup d'enfants ne se rappellent pas, moi je me rappelle très bien, quoi. Je me rappelle que je montais sur le toit juste ici, que je circulais, ma mère était furieuse, mais je m'amusais, c'était de mes terrains de jeu. Cet arbre, voilà, je montais dessus, le barreau, je faisais le pompier sur ces barres qui maintiennent les branches. J'allais au personnel dormait ici, encore aujourd'hui. J'allais avec eux l'après-midi jouer. Non, j'ai vraiment, c'était ma maison. Donc oui, ça a certainement amené dans ce métier-là, qui est la cuisine ou l'accueil. Voilà. Vous étiez un enfant joyeux ou rebelle? Alors, Comment... ma petite enfance, je pense que c'était un enfant joyeux, innocent, protégé. Voilà, j'étais dans une petite école juste à côté, donc protégé. Et puis après, au fur et à mesure que j'ai grandi, effectivement, j'ai changé, je me suis affirmé. Je crois que j'ai du caractère. Ma mère a dû vous le dire si vous avez parlé avec elle. Oui, effectivement, je me suis affirmé au fur et à mesure. Le rugby m'a beaucoup aidé à m'affirmer, m'a beaucoup donné confiance en moi. On va dire que j'ai eu l'avant-collège et l'entrée au collège. Ça a été 2 phases de ma vie qui ont été très différentes. Où j'ai eu une personnalité très réservée, joyeux mais réservé, timide. Et puis la partie collège où j'ai pris confiance en moi grâce à ce sport. J'ai pris confiance en moi et puis aux gens qui m'ont encadré. Et oui, petit à petit, dans l'année, je me suis de plus en plus affirmé. Oui, oui. Et avec votre sœur, ça se passait comment? Et à ma sœur, on se chamaillait beaucoup, comme frères et sœurs. Mais écoutez, on s'entendait quand même globalement très bien. On aimait les mêmes choses. On avait le goût des bons repas en famille. Mon père et ma mère nous ont transmis, et ma grand-mère nous ont transmis toutes ces valeurs-là, les valeurs familiales. Donc ça a toujours été des leitmotifs dans notre famille, une ligne directrice, un socle fort et très important. Les copains avaient déjà une part importante dans... Toujours. Et vous avez les copains dont on parle, je parle de la petite école, de la maternelle, ce sont encore mes copains aujourd'hui. On en a quelques-uns se sont perdus en route, on s'est perdu devant, mais là, j'ai quand même encore beaucoup d'amis de la petite enfance, de tout milieu. Voilà, c'est la force de vivre dans une petite ville comme Langon. Hormis le sport, vous aviez d'autres centres d'intérêt déjà? Cette adolescence? Alors oui, j'ai aimé le surf, non pas parce que j'aimais la pratique, je trouvais ça esthétique, beau, il y avait de belles femmes, donc je trouvais ça beau, voilà, c'était quelque chose qui m'a attiré, mais après la musique, j'aimais beaucoup la musique, donc j'ai pratiqué la batterie pendant quelques années. Vous aviez un groupe? J'ai joué dans un groupe à l'adolescence, pas longtemps, mais j'ai joué dans un groupe de punk. Qui a œuvré quelques années derrière. J'ai arrêté quand ils ont commencé à vouloir qu'on se fasse des Iroquois. J'ai dit bon là ça va un peu trop loin pour moi. Et puis j'ai joué du piano un petit peu parce que ma mère m'a dit tu feras de la batterie mais il faut que tu fasses du piano aussi à côté. Donc j'ai un peu ces deux. Je joue plus beaucoup, je sais plus trop jouer mais bon voilà. On me met devant un piano, j'aime bien pianoter 2-3 notes ou à la batterie taper 2-3 notes de percus. Bien, écoutez, apparemment, l'entrée s'est bien passée. Oui, écoutez. Donc, on va passer au plat de viande. Écoutez, avec plaisir. Je pense que vous devez aimer la viande. J'aime beaucoup la viande. J'aime beaucoup la viande. Bon, et bien voilà, maintenant, nous allons passer au plat. Ah, oui, pardon, excusez-moi, c'est ça. Nous allons passer, bien évidemment, j'allais oublier la boisson, puisque vous avez pris la boisson. Et oui. Donc là, on est sur une. Alors c'est l'Irlande, forcément. Oui, voilà. L'Irlande qui a été un passage de ma vie qui m'a beaucoup marqué, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et la Guinness est effectivement la boisson emblématique de l'Irlande, même si les Irlandais ne boivent pas spécialement la Guinness, ils préfèrent la Beamish,
qui est un peu plus légère. La Guinness, elle est internationale. Ouais. Et en Irlande, ils boivent la Beamish, voilà, qui est plus légère. D'accord. Et voilà, donc moi, je ne suis pas un gros buveur de stout, de bière brune. Mais oui, c'est 2 ans de ma vie avec ma future épouse. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc votre épouse, c'est à ce moment-là que vous l'avez connue? Alors non, je l'ai connue un petit peu avant en Angleterre, hein, puisque je suis parti, dans mon parcours, je suis parti en Angleterre pendant 2 ans aussi. Et c'est là que j'ai rencontré Anneli, qui était à l'époque, qui finissait l'équivalent de son bac en Allemagne, qui faisait son voyage un petit peu, son année sabbatique en Angleterre. Et je l'ai rencontrée là. Et elle n'est jamais rentrée en Allemagne du coup, elle m'a suivi. Donc après l'Angleterre, on est revenu en France, puis reparti, tous les deux, avec notre sac à dos, sans trop savoir où on allait. On a décidé d'aller à Cork parce qu'on ne voulait pas d'une capitale. Donc on est allé à Cork, qui nous semblait être une ville animée. Et on a eu raison. Et on est tombé littéralement amoureux de cette effervescence dès notre arrivée. On a dit c'est là qu'on veut être, c'est là qu'on veut vivre. On y est resté 2 années. On aurait pu rester plus longtemps. Mais il y a eu une crise européenne à cette époque-là. L'Irlande a été sévèrement touchée à cette époque et donc il y avait de moins en moins de travail. Le système de travail est différent en France, donc on est moins protégé sur le plan des contrats. Donc on a dû quitter à contre-cœur l'Irlande à cette époque-là. Mais vous aviez l'intention de monter un restaurant là-bas sur place? Alors, on n'en était pas là, on était jeunes quand même. Non, j'ai accompagné, j'ai fait ma première mission de consulting, on va dire de consultant, qui n'était pas prévu, c'était pas programmé, mais j'ai rencontré un monsieur qui qui avait envie d'investir, qui n'était pas du tout dans le métier de la restauration, mais qui était un gros client à moi. À l'époque où je travaillais dans un bar à vin en Irlande qui s'appelait la Boqueria, qui était plutôt espagnol. Et donc là, j'avais cet Irlandais, Jerry, qui venait, dont personne ne voulait s'occuper parce que c'était un personnage. Il était très compliqué à gérer. Et puis moi, avec l'expérience de la restauration française, je savais gérer ce type de profil-là. Et donc je m'en suis occupé, pendant des semaines. Et il s'avère qu'il était en train de racheter l'établissement. Voilà. Et donc en fait, il m'a gardé comme l'élément, le futur directeur de l'établissement. Et donc je l'ai suivi partout. Je l'ai suivi un peu à Dublin, on a fait des restaurants, des soirées, et il me montrait ce qu'il aimait, ce qu'il inspirait, etc. On a fini par faire un bar à vin français. Donc j'ai importé du vin, quelque chose que j'imaginais pas aussi compliqué, surtout en Irlande. On a créé un style, on a créé une identité. C'était passionnant. Et j'ai fait ça pendant une année avec lui. Donc de l'idée à l'ouverture. Je suis resté quelques semaines avec lui après l'ouverture. Et puis après, c'est là où on est rentré. Les Irlandais sont aussi festifs que les locaux? Ils le sont beaucoup, ils sont très accueillants. Ouais. Très accueillants. On a été adoptés très rapidement, puisqu'on est arrivé en octobre. Et à Noël, au moment des fêtes qui arrivaient, on a même été accueillis parce qu'ils savaient qu'on ne rentrait pas en France. Parce que moi, j'étais un peu fâché avec mon père à cette époque. Donc on n'est allé ni en Allemagne, donc on allait célébrer Noël, ma femme et moi, enfin ma copine à l'époque et moi. Sans voir personne, et donc ça, un ami, un collègue irlandais l'a pas supporté. Il a dit non, vous allez venir avec nous, et on a célébré Noël avec des Irlandais qui nous connaissaient pas, personne ne nous connaissait, même mon collègue, on était là depuis quelques semaines à peine, et ça c'est un souvenir qui est marquant et qui nous a suivis derrière, voilà, tout pendant ces 2 années où on a passé 2 années merveilleuses de travail, mais aussi de fêtes, et voilà, on était jeunes, donc on en a beaucoup profité. Est-ce que vous buviez de la Guinness avec de la viande? Alors non, la Guinness, là-bas, alors c'est la Guinness et la Beamish, oui. Elles sont bues, comme nous on fait l'entre-deux-mer avec les huîtres, eux ils l'accordent avec les huîtres. Avec de très bonnes huîtres en Irlande, et l'accord c'est Guinness huîtres. Voilà, ce qui m'a fait curieux, ça marche bien. Et il accorde aussi, autre accord qui aujourd'hui est connu en France, mais à l'époque c'était assez surprenant, c'était le boudin noir, une variété de boudin noir un peu différent, avec de la noix de Saint-Jacques. Il y avait le surf and turf aussi, c'était du bœuf avec du homard. Accord, voilà, mais... Effectivement, si l'accord vous paraît aujourd'hui, et même à l'époque, tout à fait acceptable. À l'époque, en tout cas, dans le sud-ouest, ce n'était pas des accords que naturellement on accordait, peut-être qu'à Paris, déjà, ils étaient déjà à la page de ce genre de plat. Et moi, ça m'a beaucoup surpris au départ, mais en fait, ça marchait très bien. Bien, là, nous allons passer au plat de viande, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah oui, en plus, ça a plusieurs significations. Et si vous avez un commentaire à apporter.
Ben, écoutez, c'est un taureau, hein, Oui. un taureau de combat. Voilà, donc c'est aussi la viande de bœuf que j'affectionne particulièrement. D'accord. Mes taureaux de combat, c'est la passion de ma sœur, ça. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir. C'est vous qui Voilà. faites, qui Donc, apportez en le fait, on a commentaire. grandi, ma sœur a été piquée par la tauromachie très jeune. Moi, j'ai pas forcément eu d'affinité particulière avec cet art-là. J'étais sensible à la souffrance animale un petit peu, mais à la fois, je comprenais cette culture-là. Et donc, ma sœur, en fait, j'ai accompagné ma sœur dans sa passion toute sa jeunesse. Je l'accompagnais, donc je tenais une brouette avec du polystyrène parce qu'elle aimait planter, elle s'amusait à planter les banderilles. Donc je faisais le taureau avec la brouette. Donc ça a été une première chose. Donc ça m'évoque ça parce que c'est un taureau de combat. Et puis après la viande de bœuf parce que c'est une maintenant, je me suis beaucoup ouvert, mais la viande de bœuf, c'était la viande que j'affectionnais tout particulièrement, qu'on mangeait en famille souvent avec de l'échalote confite, tout simplement au beurre, sel, poivre, et j'ai consommé, oui, beaucoup. Si on me demandait ce que je voulais manger, c'était un steak avec des frites, quoi. C'était mon plat préféré, de tout temps. Même aujourd'hui, j'ai du mal à résister à un bon steak frites, tout simplement. Et si vous étiez le taureau, qu'est-ce que vous imaginez là? Si j'étais le taureau, c'est compliqué comme question. Qu'est-ce qui va lui arriver là? Ah ben écoutez, là c'est la mort, évidemment, c'est la mort. Et il se trouve où là? Là, il se trouve, alors je ne sais pas comment ça s'appelle dans les termes techniques, mais il se trouve devant la porte, je pense, des arènes, prêt à rentrer dans l'arène, prêt à rentrer au combat. Voilà, et ça a beaucoup de significations. Au-delà de l'art, de la tauromachie, d'aller tuer un taureau, il y a aussi toute une culture. Alors je suis pas pro-corrida, je suis ni anti-corrida, mais je suis allé. Alors mon beau-frère est un ancien grand torero, donc il m'a fait à moi et à mon épouse avoir un regard un peu différent sur la tauromachie, bien que je connaissais puisqu'on a grandi autour de la tauromachie toute notre jeunesse, mais là je suis allé vraiment dans des endroits auxquels on n'a pas accès si on n'est pas du milieu. Donc j'ai vu les élevages de taureaux, j'ai vu dans quelles conditions ils étaient élevés, dans quelles conditions ils étaient transportés. Et donc des fois je me dis, oui, peut-être je comprends les anti-corrida, je ne vais pas essayer d'argumenter pour les convaincre du contraire. Cependant, quand on voit certaines conditions, catégories de viande, comment les animaux sont abattus, transportés, abattus, je pense que cet animal-là, le taureau de combat, ne va pas subir les mêmes choses que vont subir tout ce qui est tous les animaux qui vivent des vies dans des batteries de souffrance jusqu'à nos assiettes. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout ce que vous allez retrouver c'est pas du tout ma politique de la cuisine et même dans ma consommation quotidienne. Même si j'ai beaucoup réduit, comme beaucoup de monde, la consommation de viande. Voilà, j'ai un respect pour cette pratique-là, quand même, parce qu'il y a un respect de l'animal, même si on a du mal à l'entendre pour certains. Et il y a une notion de combat, il y a quelque chose de très noble dans tout ça. Est-ce que vous pourriez vous imaginer en tant que taureau rentrant dans l'arène dans votre quotidien? Est-ce que c'est ce sentiment? Ah oui, pour moi, la vie, alors mon métier et la vie est un combat permanent. Voilà, on reçoit des coups. Qui peuvent nous mettre genoux à terre et il faut se relever tout le temps, quoi. Voilà, moi je sais que j'ai un tempérament, que ce soit tout ce que j'ai pratiqué dans le sport, dans le travail ou dans la vie, je peux prendre les coups, alors des fois ils font mal, je mets du temps à m'en remettre, mais au bout d'un moment j'ai toujours ce tempérament à me relever et à avancer. Voilà, je regarde derrière, pas trop, je regarde derrière les erreurs que j'ai pu commettre, m'en servir derrière et avancer. Voilà, parce que l'expérience, ce sont une accumulation d'erreurs. Voilà, pour moi. Quand on fait, il faut faire des erreurs, il faut se brûler les doigts pour comprendre certaines choses. Il y a des gens qui comprennent très bien avant. Moi, je suis de ceux qui ont besoin de se brûler les doigts pour comprendre et avancer. Est-ce que vous auriez une fierté à aller mettre à terre le matador, qui pourrait être un concurrent pour avoir les faveurs et les... Alors, publics.
Je suis un combatif, je suis un compétiteur. Alors je pense, par exemple, j'ai quelque chose qui me vient là spontanément, c'est j'étais à côté de Jérôme Schilling du restaurant Lali quand il a obtenu sa 2e étoile. Alors j'ai versé des larmes pour lui, j'étais vraiment très ému et très heureux pour lui. Et à la fois, je me suis dit, mince, ça m'a donné envie. Alors après, ça s'est calmé parce qu'avoir 2 étoiles Michelin, on passe un palier quand même j'ai beaucoup de travail à accomplir, beaucoup d'expérience à avoir, et plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais rapidement, j'ai eu pendant quelques jours, il m'a donné l'envie d'aller me surpasser. Voilà. Après, c'est comme Langon s'il voulait s'attaquer au Stade Toulousain. Il y a des limites pour rugby, il y a des limites où il faut être conscient de certaines choses. Mais oui, j'ai quand même un esprit compétiteur sain. Voilà, je pense que j'ai fait preuve d'un grand fair-play. J'adore aller chez je n'appelle pas mes concurrents, mais mes confrères. Qui que ce soit, qui sont mes amis pour la plupart. Mais effectivement, je me bats pour ma famille, pour mon établissement. Donc, effectivement, voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'après ce combat, vous accepteriez quelques douceurs? Ah oui, oui. Oui. Ah ça, oui, je refuse jamais. On va demander à Pierre de vous d'amener quelques douceurs. On va le demander. Et bien là aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau des douceurs. Je ne sais pas si elles ont été retirées. Vous aussi, voilà, vous pouvez les retirer. Alors, attendez. Je vais en tirer un peu. Voilà. Mes enfants sont jeunes. Voilà. Et de me dire ce que vous en pensez. Là, je pense que vous faites référence à mes 2 amours, que sont mes filles, Clémence et Valentine, qui sont le sens de ma vie. Quoi. Voilà, c'est pour elles que je me bats. Vous avez parlé de tauromachie, de taureaux qui rentrent dans l'arène. Et oui, elles me donnent toute la force dont j'ai besoin pour aller faire front. Oui, c'est difficile à verbaliser. Oui, puis en plus, on a vécu des choses fortes en famille qui font que Annélie et Clémence et Valentine, on est un noyau très fort tous ensemble, on forme une équipe. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et vous, en tant que père, par rapport à vos filles, est-ce que vous êtes compréhensif ou est-ce que plutôt vous agissez de manière... J'ai plusieurs facettes, alors je suis complètement... Par rapport à ce que vous avez vécu, vous en tant comme j'expliquais, j'essaie de me servir de tout ce qui s'est passé dans mon enfance, donc j'essaie de me servir des choses dont j'aime souffert, même si c'est un grand mot, hein, ça a été compliqué, mais j'ai aucune animosité, aucune rancœur vis-à-vis de l'enfance et de l'adolescence et jeune adulte que j'ai eu. Et surtout, dans la vie active, que ça a été compliqué avec mon père particulièrement. Mais j'essaie de transmettre justement, de communiquer beaucoup avec mes filles, plus que peut-être mes parents ne l'ont fait, qui font partie d'une génération différente. Et puis j'ai une épouse qui est allemande, donc il y a aussi une philosophie puis une culture familiale qui est encore différente de la nôtre. Et donc, je dis qu'on forme une équipe, c'est-à-dire que chacun s'est élevé à apporter les qualités des uns et des autres. Alors, je peux être ferme avec mes filles, exigeant, parfois un peu trop, mais parce qu'on les couve, donc je veux aussi qu'elles apprennent ce que c'est que la vie, qu'elles comprennent ce qu'est la vie. Donc, je suis un papa gâteau, complètement gâteau, amoureux de mes filles, je suis spectateur de ce qu'elles peuvent faire en permanence. Et à la fois, j'essaie d'être un papa autoritaire quand il faut l'être et exigeant quand il faut l'être. Vous savez faire le partage du temps, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un existentialiste qui va dire je consacre du temps pour ma vie professionnelle, mais je consacre aussi du temps pour ma vie familiale et surtout pour mes enfants? Oui, alors mon aîné a eu de graves soucis de santé. Donc ça a relancé les dés complètement. Alors j'ai toujours eu une affection pour la vie, hein, donc j'ai toujours été attiré par mes amis, par les bons repas, par la vie en famille, profiter des choses de la vie en dehors du travail. Et bon, j'ai un travail qui est chronophage et qui demande de la présence et de l'exigence. Donc oui, les premières années, je passais énormément de temps dans mon travail au détriment de tout ce que j'aime dans la vie. Donc ça c'est compliqué. À des moments, on se pose la question quand c'est difficile.
se dit, bon, j'aimerais bien un peu profiter. J'avais du mal, parce que j'ai vu mes parents, l'exemple de mes parents, c'est qu'ils travaillaient comme des forcenés en permanence, tous les jours, 7 sur 7. Les vacances, mon père ne partait pas en vacances avec nous, j'ai pas vécu trop de vacances avec mon père. Donc j'avais cet exemple-là qui me faisait peur. Après, j'ai mis du temps à revenir dans le métier aussi. Et après, le fait que ma fille aînée ait ses soucis de santé, ça a été un électrochoc. Donc aujourd'hui, oui, je m'impose de prendre du temps pour ma famille. Même si des fois, je pars un peu avec la boule au ventre parce que je sais qu'il me reste des choses à faire, le plus important pour moi, ça reste ma famille. Et le travail est à ces exigences-là, mais je m'entoure, on parlait de Pierre qui nous porte les plats, je m'entoure d'un chef et d'un directeur pour le parti restaurant qui me soutiennent et qui sont mes bras droits et sur lesquels je m'appuie beaucoup aujourd'hui. Chose que j'avais du mal à faire il y a quelques années encore. Vous appréhendez ce que deviendront vos filles quelque temps, Bon, alors pour leur avenir? Pour l'instant, j'essaie, je ne pense pas trop à l'avenir professionnel, je pense en faire des belles personnes. Surtout, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de beaucoup communiquer avec elles, de les instruire avec ce que je sais. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper cultivé, mais en tout cas, j'essaie de leur transmettre surtout les valeurs. Les valeurs qui sont les nôtres, Anélie, moi, ma famille. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que je pense que si elles ont ça, derrière, elles feront ce qu'elles voudront. Voilà. Alors, si c'est elles ont des prédispositions, je pense. C'est des filles qui sont très sociables, très souriantes, donc elles ont ça. C'est quelque chose que ma femme a. Et que moi j'ai, que ma mère avait, que mon père aussi, on est très sociables. Mais à la fois, je ne vais pas leur imposer, je ne veux pas les orienter. Voilà. Maintenant, quand elles viennent ici, elles sont venues de temps en temps, on est obligé de les amener avec nous en prestation. Elles vont aller derrière le comptoir ou elles vont porter les assiettes, elles ne peuvent pas s'en empêcher, elles aiment ça. Mais on verra, elles ont le temps d'y penser. Bien. Eh bien, écoutez, on va passer peut-être aux mignardises. Est-ce que ça vous a plu? Ah oui, là beaucoup, oui. Là, oui, c'était peut-être... Cette douceur vous a plu? Oui, beaucoup. Bien, alors pour les mignardises, on va vous demander de tirer à chaque fois un petit billet. Oui. Et puis de dire, de commenter. Ne passe pas la tête, très voilà. Bien. Ça reste court, mais voilà. D'accord, je vais essayer d'être bref. Sûr de vous. Ça, je suis pas sûr d'être sûr de moi, je suis toujours dans le doute en permanence. Je me remets. Alors peut-être que, en apparence, dans certains cas, on peut penser que j'ai de l'assurance, mais je pense pas. Je pense que je dégage quelque chose, quelqu'un qui doute beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, qui se remet toujours en cause en permanence. J'ai toujours peur de rater, même si je gère bien ça, hein, ça fait partie de mon moteur. Mais je pense que jamais dans ma vie, comme l'était mon père et ma mère, jamais j'aurai le sentiment d'être arrivé. Voilà, il y aura toujours, et surtout dans le métier, il y aura toujours des choses à remettre sur la table. Et puis même dans la vie, hein, je crois qu'il y a toujours des situations auxquelles on n'a jamais été confronté, donc il faut gérer. Donc pas beaucoup d'assurance en moi. Il faut, voilà. Alors, musclé. Musclé, je l'étais quand je jouais au rugby, un peu moins maintenant. Ça peut avoir plein de sens. Musclé, ça peut être dans le management. Alors, je ne pense pas avoir un management musclé. Puis après, si on parle de physique, j'essaie de m'entretenir quand je peux. Alors, j'ai des périodes. Hein, là, je sors d'une période un peu où je m'étais un petit peu laissé aller. Puis là, j'essaie de me reprendre en main. Donc, avec mon épouse, oui, on essaie d'aller dans la salle, courir, faire du vélo, faire des sorties pour s'entretenir et garder. En tout cas, c'est pas pour être beau, c'est pour être sain, voilà, de corps et d'esprit, parce que je pense que le sport amène ça aussi. Alors, on continue. Exigeant, oui, il faut l'être. Même si je trouve que je ne suis pas assez exigeant avec moi-même parfois. Oui, l'exigence, ça fait partie de notre métier, parce que les gens le sont et le deviennent de plus en plus, surtout quand on est un établissement où on fait payer quand même un certain prix nos menus, donc il faut être exigeant dans le choix de nos produits, il faut être exigeant dans la qualité de notre service, de notre accueil et de notre cuisine.
Donc ça fait partie des choses que je demande à mes équipes, c'est de toujours garder en tête qu'on fait un métier exigeant et donc il faut être toujours sur le qui-vive et toujours prêt à répondre aux envies et aux besoins de nos clients. On enchaîne alors. Ambitieux, oui. Alors je l'étais beaucoup, il y a quelques années encore. Et puis après, je ne sais pas si c'est l'âge, voilà, j'ai une forme de sagesse peut-être qui arrive, j'ai 43 ans aujourd'hui. Oui, les ambitions ne sont plus les mêmes en tout cas. Je suis toujours ambitieux mais pas les mêmes. Donc là aujourd'hui, l'ambition c'est d'arriver à maintenir cette maison, de belle maison, de la maintenir au niveau et de pourquoi pas renouveler quand il faudra renouveler, s'il faudra renouveler. Ça, je ne sais pas, mais je le suis aussi, pour mes filles. Vous parliez de mes filles, j'ai l'ambition d'en faire des belles personnes, donc j'ai l'ambition de les amener, sur le droit chemin dans la vie pour qu'elles puissent elles aussi être ambitieuses et entrevoir de belles choses dans leur vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Heureux, oui, je le suis parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon socle c'est ma famille, donc j'ai la chance d'avoir une épouse formidable, voilà, je n'aurais pas pu espérer mieux dans ma vie que rencontrer Anélie et puis d'avoir deux merveilleuses filles. Donc rien que ça, c'est ce qui me rend heureux. Tout le reste derrière, ce sont des éléments supplémentaires, mais voilà, si cette base-là, ce qui est mon socle, ma racine n'est pas là, j'aurais du mal à être heureux. Voilà. Et même autour de moi, ma mère, j'ai besoin que ma mère soit heureuse, j'ai besoin que mon entourage soit heureux. Voilà, je ne sais plus qui disait je ne suis heureux, je ne pourrais être heureux qu'à travers le bonheur des autres. Voilà, donc ça fait partie un peu de ma philosophie, c'est un de mes leitmotifs, petite phrase qu'on avait des fois, qu'on se dit dans la tête, qu'on se répète dans la tête. Ouais, j'ai besoin de sentir les gens heureux autour de moi pour l'être moi-même. Et le dernier, patient. C'est pas une de mes qualités premières, la patience. Même si voilà, j'apprends à l'être, encore avec l'âge. Mais oui, j'ai toujours, quand j'avais quelque chose en tête, il fallait, voilà, je fais tout pour l'obtenir et depuis tout petit. Voilà, aux grandes dames de mes parents, j'ai pu leur casser les pieds à plusieurs reprises. Mais oui, mais ça fait partie de plein de mots, parler d'ambition, etc. Depuis toujours, voilà, sur un terrain près de rugby, voilà, je voulais gagner des titres, même si je n'ai pas gagné beaucoup, mais enfin je voulais gagner. Je me suis mis au tennis il y a quelques années. Pour le plaisir, et c'est très vite devenu quelque chose qui est devenu, il fallait que je sois classé, il fallait que je sois bien classé, et je visais toujours plus haut, jusqu'à que mon corps me dise bon, c'est bien, tu ne vas pas aller à Wimbledon, donc arrête. Mais oui, la patience, c'est pas ma principale qualité, voilà. Et l'exemple de votre maison qui a un demi-siècle, oui. Est-ce que pour vous c'est associé à la patience et à la détermination, à la volonté de parvenir à... Oui, il faut tous ces mots, c'est vrai qu'on revient à la maison, mais tous ces mots ambitieux, patient, heureux, exigeant, musclé, tout ça, ce sont des mots sur de vous, ce sont des mots qui si on parle de profession et de mon métier particulièrement de la maison d'Arros, oui, c'est des choses qui sont associées à la maison et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture familiale, ça fait partie des choses qui m'ont été inculquées. Donc tout ça, ce sont des moteurs pour moi, ce sont des moteurs et en fait c'est inné, ça fait partie de moi, de mon éducation, c'est mon ADN, quoi. Voilà. On peut espérer que dans 50 ans, la maison d'Arros soit... Écoutez, on peut l'espérer. Alors est-ce que ça sera toujours les Darros, la maison, j'espère qu'elle sera toujours là et que ça sera toujours notre restaurant. Maintenant, c'est mes filles qui décideront de ce qu'elles veulent faire et puis on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que demain est fait. Je pense que j'ai un attachement fort à la maison, mais qui est peut-être différent de celle de mes parents. Mon père avait un attachement viscéral parce je pense que son parcours et le mien sont un peu différents. Moi, j'ai eu la chance de reprendre cette maison, voilà, que mon père m'a livré, mes parents m'ont livré telle qu'elle était, donc quand même en bon état, même s'il a fallu faire des choses, que j'ai pu la personnaliser. Mon père est parti quasiment de zéro, voilà, avec pas un sou.
Donc, je comprends l'attachement que lui pouvait avoir viscéral envers la maison. C'est un troisième enfant. Voilà, c'était pour lui, c'est mon frère ou ma sœur, je sais pas, mais moi j'ai un attachement fort. Peut-être que je ne le mesure pas aujourd'hui, comme au moment de passer le relais, j'aurais peut-être un autre avis sur la question, mais aujourd'hui, si demain la maison d'Arros doit changer, ben, c'est qu'elle devra le faire. Donc on verra. Écoutez, merci. Écoutez, c'était un Merci plaisir. de nous avoir révélé une facette plus intimiste. Et je pense que nous vous découvrons et nous pouvons mettre en avant le fait que si votre établissement aujourd'hui a une telle réputation, c'est que derrière tout cela, vous venez de faire une description de ce que vous êtes et ça ne surprendra pas personne qu'aujourd'hui votre établissement conserve toujours à une réputation et à une distinction qui vous honore. Pour ce faire, je vais vous demander, pour l'association, nous avons un livre d'or, vous allez être le premier parce qu'on a toujours parlé de mort dans l'association, vous êtes le premier vivant, donc je vais vous demander de bien vouloir illustrer, de marquer un petit mot, c'est la première page, n'hésitez pas. Comme ça, à droite, hein. Voilà, vous écrivez à droite et comme ça permettra. Je vais peut-être vous mettre ça de côté pour vous plaisir. Mais écoutez, je vais utiliser une petite phrase que mon père aimait utiliser pour signer les menus à ses clients et que j'utilise moi aussi, que je trouve très significative, qui représente bien la maison et notre état d'esprit. Il signait toujours à l'art de vivre. Voilà, tout simplement. Voilà, il ne savait pas quoi mettre, à l'art de vivre. Donc, je prends toute la page, non Je vous laisse faire. C'est vous qui. C'est la place aux autres. Aussi. Oh, mais vous savez, il y a quand même de la place. Hein. En ce qui concerne l'association Sud-Gironde Patrimoine, eh bien, nous allons nous retrouver bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. Eh bien, continuez à nous suivre et à vous abonner dans notre chaîne YouTube, Association Sud-Gironde Patrimoine. À très bientôt. Merci.